Nous reprenons nos travaux et tout d'abord, je vous informe que le débat de fin de séance annoncé aujourd'hui entre Madame la députée de Sherbrooke et Monsieur le ministre de la Justice concernant le retrait de l'article 29 du projet de loi numéro 1, loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec afin de protéger l'accès à l'interruption volontaire de grossesse est retiré de la demande de la députée de Sherbrooke. Nous allons maintenant procéder au débat de fin de séance et le premier débat portera sur une question adressée par Madame la députée d'Émile-Île à Monsieur le ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs concernant la hausse fulgurante des coûts de la collecte sélective pour les entreprises. Je vous rappelle que, conformément à l'article 310 du règlement, le député qui a soulevé le débat et le ministre qui lui répond ont chacun un temps de parole de 5 minutes et le député ensuite a droit à une réplique de 2 minutes. Madame la députée, je vous cède la parole pour une durée de 5 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. D'abord, j'aimerais revenir sur les propos que le ministre a tenus à la toute fin de la réponse, de la dernière réponse de questions complémentaires. Il a fait des affirmations, et Madame la Présidente, je ne peux pas dire que c'est un mensonge honteux, mais j'aimerais dire que c'était factuellement incorrect. Ça ne reflète pas, il a prétendu donc que ma candidature avait été rejetée par la Coalition Avenir Québec, ce qui est faux. Ce qui est factuellement incorrect, le bon terme, des échanges que j'ai eus avec Brigitte Legault. Évidemment, il n'était pas sur l'appel, donc il ne peut pas savoir, mais je l'inviterai à ne pas répéter cette information qui est incorrecte. Et j'aimerais lui rappeler, quand il mentionne un changement d'allégeance que venant d'un ancien député péquiste, qu'un ministre caquiste pourrait aussi s'abstenir de ce genre de commentaires. Maintenant, Madame la Présidente, je veux parler de la collecte sélective. Il y a réellement un enjeu. Il y a eu effectivement la réforme du ministre est entrée en vigueur en 2021. Je l'avais mentionné, je n'étais pas à l'époque, je n'étais pas élue. Il y a certes eu une mise à jour en 2022, mais le problème réside principalement dans le règlement et l'application de ce règlement. Et il n'y a aucun député ici qui a voté pour le règlement, à l'exception du ministre. Je souhaite le mentionner. Il y a eu, Madame la Présidente, des hausses phénoménales des coûts de la collecte sélective et je vais vous montrer un tableau qui est très parlant. Et ça, ce sont les coûts qui viennent d'Éco-entreprise Québec, qui est l'organisme désigné pour appliquer la collecte sélective. Et je tiens à le mentionner, je ne veux pas tirer je ne veux pas que Éco-entreprise Québec porte le fardeau de ces résultats. Tout ça découle cette hausse de coûts découle d'une multitude de facteurs, dont le règlement. Et comme on peut voir, les chiffres, en 2022, le coût de la collecte sélective était de 328 environ dollars la tonne, et c'est passé, l'an prochain, ça va monter à 955 dollars la tonne. 955 dollars la tonne, Madame la Présidente, c'est 9 fois le coût de l'enfouissement. Donc, 9 fois plus cher recyclé que jeté à l'enfouissement, au dépotoir. Évidemment, ce n'est pas tenable, ce sont des coûts qui sont injustifiables, en toute franchise. J'ai été sur un conseil d'administration d'un centre de tri pendant plusieurs années et jamais je n'aurais pu imaginer de tels coûts. Et ces coûts-là, c'est en plus du fait que la collecte va passer aux 2 semaines partout au Québec cette année. Donc, dans le passé, il y a certaines villes que le bac bleu était ramassé aux 2 semaines, mais cette année, toutes les villes du Québec vont avoir une collecte aux 2 semaines. Dans ma municipalité, la ville de Laval, c'est le 1er avril que ce changement va se faire. C'est majeur. Donc, on peut s'imaginer qu'il y aura, on a une baisse de services, mais on a une hausse des coûts. Ça accentue encore plus la perception que les coûts sont hors de contrôle. Et du fait que la collecte va passer aux 2 semaines, mais moi, personnellement, je m'inquiète sincèrement que les bacs bleus débordent et que on a 4 enfants avec mon conjoint, 2 chiens.
je peux vous dire que nous, c'est à toutes les semaines que ça déborde. Et à passer aux 2 semaines, c'est évident. Moi, j'ai demandé un deuxième bac, c'est évident. Mais je peux imaginer que certains vont simplement décrocher de la collecte et ça me fait peur. Donc ça c'est un élément. Mais ce qui est le coût, l'élément majeur, c'est la hausse de coûts qui impacte nos entreprises. On a entendu les médias dans les derniers jours, mais aussi des entreprises. Les chocolats Vente Bon Cœur ont vu une hausse de 250 100 000 par année. La fromagerie Boivin, 500 de hausse. Et je peux continuer comme ça. Il y a des cas de figure des entreprises qui sont affectées de façon telle que leur viabilité économique est en jeu. Le ministre a dit ce matin que des allègements réglementaires étaient en cours. Moi, j'aimerais savoir quand exactement, parce que ce que j'entends, c'est que les juristes sont trop débordés avec la Constitution pour s'occuper des demandes du ministre de l'Environnement, des demandes qui se font depuis déjà plus d'1 an, Madame la Présidente. Alors, je serais curieuse d'entendre le ministre, dans son 5 minutes, qui nous explique exactement le calendrier. J'espère sincèrement qu'il y aura plus d'écoute par rapport aux signaux d'alerte, aux signaux d'alarme qui viennent de l'industrie. On a besoin de ces entreprises pour notre économie. Merci, Madame la députée. Maintenant, je suis prête à entendre Monsieur le ministre et je vous cède la parole pour une durée de 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Merci à la collègue pour le point soulevé qui demeure important. On a pu aborder en partie la question lors de la période de questions. Je vais par contre répéter essentiellement la même chose. C'est une transformation au niveau de la collecte sélective qui s'opère maintenant depuis quelques années. Qui est responsable du système? Ce n'est pas le gouvernement, mais bien les producteurs eux-mêmes. Les producteurs eux-mêmes ont retenu un organisme de gestion désigné, là, qui est Éco-entreprise Québec, qui est dirigé par les producteurs également. Ce sont les producteurs qui viennent ensuite déterminer les grilles tarifaires pour opérer le système. Le gouvernement du Québec, depuis quelques années, ne finance plus ces opérations-là avec des résultats qui sont assez probants. Rappelons-nous, il y a quelques années, constamment dans les médias, on pouvait entendre la crise du recyclage. On évoquait que nos matières résiduelles se retrouvaient, que ce soit en Asie ou ailleurs dans le monde, plutôt que traitées au Québec. C'est en partie réglé, en très, très grande partie réglé, parce que le nouveau système aura permis de moderniser sensiblement les équipements qui traitent cette matière-là. Ceci dit, on est parfaitement conscient que pour certaines entreprises, même si ce n'est pas le gouvernement qui détermine ce qui leur est facturé, on est conscient que la charge peut être lourde. C'est la raison pour laquelle on procède avec Éco-entreprise Québec à des changements réglementaires. Je suis assez confiant que dès les prochaines semaines, comme je le mentionnais ce matin, on pourra présenter des aménagements. Donc, c'est un premier volet, avec sans doute d'autres aménagements à l'automne pour ce qui est du réglementaire. Et ultimement, on a aussi offert à Éco-entreprise Québec un prêt substantiel pour leur permettre d'évaluer comment ils peuvent à leur tour aider à leur tour les différents producteurs. C'est quelque chose qui est en évaluation de leur côté. Bref, il y a des actions concrètes qui se posent. Mais le système fonctionne. On veut en minimiser les impacts très, très certainement. Et l'alternative, la collègue l'évoquait, ce serait de retourner à l'enfouissement. Or, le Québec, on est bon et je peux dire on est des leaders en environnement dans bien des domaines. Mais au niveau de la gestion des matières résiduelles, on a encore un rattrapage important à faire. On enfouit plus de tonnes par habitant au Québec que dans bien des juridictions en Amérique du Nord. Donc, c'est la raison pour laquelle cette modernisation s'est enclenchée il y a quelques années maintenant. Et là, s'il y a des ajustements à faire, on les fera volontiers, mais il ne faut pas encourager davantage l'enfouissement. La collègue voulait comparer les coûts. Il faut savoir que les coûts de l'enfouissement ont aussi augmenté de façon importante dans la foulée de ces réformes-là.
Et ultimement, il faut que ça soit plus simple recycler qu'enfouir, je suis bien d'accord. Et c'est là où on est à collaborer avec les différentes parties prenantes. Éco-entreprise Québec en est un partenaire, Recycle Québec en est un autre également. Bref, j'invite la collègue à souligner les avancées substantielles qui ont été réalisées ces dernières années et on sera là à aider les parties prenantes impliquées ou impactées lorsque la charge sur leurs épaules est trop lourde. On a peu parlé dans cet échange-ci des médias, mais il y a des mesures aussi qui sont prévues pour les médias. Bref, c'est un dossier qui avance bien et on est à corriger les imperfections, mais il faut continuer. Il ne faut certainement pas reculer dans ce dossier-là, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Merci. Madame la députée, je vous cède la parole pour votre droit de réplique pour 2 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je n'ai pas entendu de solution. Je propose au ministre de faire appel à ma demande de mandat d'initiative que j'ai déposée la semaine dernière pour entendre une multitude d'experts et se pencher là, sur les causes des hausses de coûts. Il ne peut pas juste répondre que ce sont les producteurs, que ce sont eux qui se sont désignés un organisme et que ce sont eux qui déterminent les grilles tarifaires. Il y a un règlement qu'il a lui-même adopté qui impose des coûts substantiels. En fait, toute la structure financière découle de ce règlement. Alors, même si Éco-entreprise Québec souhaite avoir de la flexibilité avec les producteurs, offrir la flexibilité aux producteurs, elle ne peut pas le faire. Vous êtes, je crois, propriétaire d'un vignoble. Il y a des entreprises, Madame la Présidente, des vignobles, justement, qui sont dépassées par les coûts de la collecte et ces entreprises devaient être, en fait, aller dans la filière de la consigne et ont été dirigées vers, malheureusement, par le retard, quand on a repoussé la consigne l'an dernier, bien, ça a fait en sorte que, dans leur cas, ça a augmenté les coûts de façon substantielle. À la SAQ, on est rendu à 35 sous par bouteille. Ça, c'est ce que le consommateur paye. Alors, la hausse de coûts pour les entreprises se reflète dans l'inflation de nos factures d'épicerie. C'est la réalité. Le ministre a parlé que que les résultats étaient probants, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas vu les résultats. Alors, c'est difficile de juger. Il n'y a pas eu de bilan de la première année. La collecte sélective était quand même efficace, 64%. On verra si ça va aller mieux, mais je suis loin d'être convaincue parce que je vous le dis, Madame la Présidente, avec la baisse de services, je crains que des citoyens décrochent de la collecte. Et pour ce qui est des coûts d'enfouissement, je rappellerai que c'est 108 $ actuellement en moyenne, beaucoup moins cher. Merci, Madame la députée. Nous allons maintenant procéder au deuxième débat qui portera sur une question adressée par Madame la députée de Mont-Royal-Outremont à Monsieur le ministre de la Cybersécurité et du Numérique concernant le manque de contrôle du gouvernement caquiste dans les projets de transformation numérique de l'État. Madame la députée, je vous cède la parole pour une durée de 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Oui, ce matin, ma question, elle était simple, claire et précise. Je voulais savoir du ministre de la Cybersécurité et du Numérique s'il allait aller de l'avant avec non seulement une proposition que nous avions faite, ma formation politique, en novembre dernier, mais aussi une recommandation qui a été reprise par le juge Galland quand il a déposé son rapport sur le fiasco SACLIC un peu plus tôt cette semaine, c'est-à-dire mettre sur pied, prendre les mesures législatives nécessaires pour mettre sur pied une équipe élite, entre guillemets, SWAT team, pour simplement, et tout le monde le comprend, renforcer l'expertise au niveau des technologies de l'information au sein du gouvernement, afin de pouvoir mieux contrôler les projets de transformation numérique qui sont nécessaires. La question était bien simple. J'avais le regard tourné vers l'avenir et j'ai parlé du fiasco SACLIC à titre en mettant la table, en établissant le contexte. Fiasco SACLIC, gaspillage de fonds publics. J'ai mentionné que ce fiasco n'était pas le seul projet numérique pour lequel
les Québécois font les frais. J'ai jamais dit que c'était tous les projets de transformation numérique qui étaient des échecs. Le ministre me répond, mais on a fait certains projets qui sont rentrés qui n'ont pas fait l'objet de dépassement de coûts. Madame la Présidente, je pense que c'est évident aujourd'hui au Québec que la transformation numérique, les gros projets, on a juste à penser à ceux en santé, ne s'en vont pas dans la bonne direction. J'ai évoqué la transformation numérique en justice. J'ai parlé de celui des services de garde. Et en santé, on peut penser à CIFA, on peut penser aussi au DSN. Ce sont des projets qui, c'est pas juste moi qui le dis, là, rencontrent des problématiques importantes à tel point que Santé Québec les a mis sur pause. CIFA, en tout cas, CIFA, j'ai hâte d'entendre parler comment ça va reprendre. Le contrat fait l'objet d'une enquête à l'AMP, mais DSN, c'est les retards, des dépassements de coûts. En tout cas, tous ces exemples-là, et ça a été dit par le juge Galland, regardez vers l'avenir, faut pas reproduire les erreurs du passé, il faut apprendre de ces erreurs. Alors, ma question, c'était, est-ce que le ministre planche sur un projet de loi, des mesures législatives pour justement mettre de l'avant ces recommandations-là? J'ai entendu le gouvernement cette semaine parler d'un comité de suivi. Puis j'écoutais la conférence de presse à laquelle le ministre participait avec sa collègue au Conseil du Trésor notamment, et ils s'indignaient tous de ce gaspillage, de ces retards, du fait qu'on dépend de compagnies externes qui, essentiellement, abusent ou chargent trop cher ou font en sorte que les Québécois payent trop cher. Et ils en parlaient avec un certain détachement. Je trouvais ça tellement intéressant. Je me dis, mais ils sont aux commandes du gouvernement depuis près de 8 ans. Et ils parlent de ces échecs, de ces fiascos, de ces gaspillages, de ces projets en déroute et de tout ce qu'il faudrait changer, comme si c'était pas eux qui avaient les pouvoirs de le faire. Ils sont au gouvernement, ils sont majoritaires. Comment se fait-il qu'ils sont pas en train de justement mettre les mesures, faire les changements nécessaires pour reprendre le contrôle, pour renforcer l'expertise? Puis là, je me permets, dans la minute qui me reste, de parler de notre proposition au Parti libéral. Au mois de novembre, j'ai mis de l'avant un plan de redressement avec 4 axes. Renforcer l'expertise, donc avec une équipe SWAT team, une équipe d'élite, puis Juge Galland dit la même chose, pour réduire notre dépendance envers les compagnies externes. T'sais, si on a les bonnes personnes à l'interne qui posent les bonnes questions, puis qui partent les projets de la bonne façon, puis qui les suivent de la bonne façon, on risque de sauver des coûts. J'ai parlé de gouvernance aussi, s'assurer que le DPI, le dirigeant principal de l'information, agisse comme véritable chien de garde. J'ai parlé de déploiement des projets par phase en plus petits morceaux. J'ai parlé de transparence, mais j'ai reconnu mes idées. Je ne dis pas qu'elles sont parfaites, qu'elles ne peuvent pas être perfectibles, mais je les ai retrouvées dans le rapport Galland, dans ses recommandations. Le ministre va-t-il les mettre en œuvre, Madame la Présidente? Merci, Madame la députée. Maintenant, Monsieur le ministre, la parole est à vous pour 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Bien, je tiens à remercier ma collègue pour son intervention. Je veux quand même rappeler que ma réponse à la question pendant la période de questions, Madame la Présidente, on a quand même utilisé des données qui sont publiques sur donnéesquebec.ca. Ma collègue dit qu'il ne faut pas retourner en arrière. Je suis d'accord avec elle. Puis, on a travaillé ensemble sur le projet de loi 82. Ça a été une belle collaboration. On a pu échanger sur qu'est-ce qui devrait arriver et qu'est-ce qu'on devrait mettre en place pour être plus efficace au niveau de transformation numérique. Bon, je suis rentré en poste il y a un peu moins d'un an, Madame la Présidente, et puis je pense que ma collègue est en mesure j'espère qu'elle est en mesure de témoigner sur le niveau d'intervention que j'ai eu, que ce soit sur des dossiers comme le dossier au niveau de santé, sur le dossier de CIFAR, sur le dossier du DSN que je suis, nos interventions au niveau du ministère de la Famille, le portail 0-5 ans, qui était un projet où on s'est impliqué pour s'assurer que la mise en place puisse bien fonctionner. Puis c'est quand même un succès. C'est peut-être pas 100%, mais c'est certainement au-dessus de 90%.
La CCQ, c'est un autre exemple, Madame la Présidente. J'ai travaillé avec mon collègue et son équipe au niveau de la CCQ. C'est un projet majeur, c'est une transformation après 40 ans avec un vieux système. Et là aussi, c'est un succès. Madame la Présidente, ma collègue dit qu'il faudrait regarder en avant. Mais je vais quand même retourner en arrière, mais de un peu moins d'une semaine. La semaine dernière, à Gatineau, Madame la Présidente, j'ai présenté une stratégie de souveraineté numérique. La stratégie de souveraineté numérique à laquelle ça faisait partie d'un article du projet de loi 82. Ma collègue y a participé. On a eu de bons échanges. Et puis, c'est le fruit d'un travail collaboratif. Ça a été déposé. Et en plus, on a déposé un décret co-signé avec ma collègue du Trésor où on met en place une structure et des moyens pour être capable de justement mieux faire des transformations numériques, de s'assurer que les données sensibles, on parle de santé, s'assurer que les données sensibles soient hébergées ici, protéger les données de nos citoyens québécoises, québécois. C'est important, Madame la Présidente. C'est que je voudrais... ma collègue parle d'un dépôt, d'un projet, un SWAT team. Moi, je considère que déjà, au MCN, on a l'embryon d'un SWAT team. Il y a des compétences, on est près de 2000, mais vraiment au niveau de la transformation numérique, parce que dans les 2000, il y a la paye, il y a les réseaux de télécommunications, il y a le SAG, qui est système d'authentification gouvernementale, il y a la cybersécurité. On est à peu près 200. Je suis d'accord avec ma collègue. 200, c'est pas assez. 200, c'est pas assez. Ça nous prend plus de ressources. Je travaille sur un plan. Ça fait longtemps que l'on travaille sur un plan. Vous avez eu la première étape du plan qui a été présentée à Gatineau. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait avec Galant? Ben, j'ai passé la journée de lundi, pas toute la journée, mais pas mal, à lire, c'est presque 1000 pages. Hein, le rapport, c'est 500 pages, mais il y a les annexes, il y a le sommaire. Et lorsque j'ai lu les recommandations, j'aurais aimé ça que ma collègue soit à côté de moi, elle aurait vu le sourire. Pourquoi le sourire? Parce que dans les 26 recommandations, Madame la Présidente, je vous dirais que sur quoi on travaille depuis des mois, ça rencontre quand même un bon pourcentage de ces recommandations-là. Donc, je suis fier. Puis c'est pas nécessairement, je vous arriverai pas avec une réaction ou une réponse à Galant. On va arriver avec quelque chose qui rencontre des objectifs de Galant. Et puis c'est ce qui est visé. Je remercie encore ma collègue parce que lors du projet de loi 82, on en a discuté. On a discuté des limitations actuelles, puis pourquoi les projets de transformation numérique depuis des décennies ne fonctionnaient pas correctement. Donc, Madame la Présidente, je vais vouloir continuer à travailler en collaboration avec ma collègue, avec tous mes collègues de l'Assemblée nationale, pour être capable d'éviter des fiascos. Et en ce moment, Madame la Présidente, je vous dirais que tout est quand même bien en contrôle. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre, pardon. Madame la députée, pour votre droit de réplique de 2 minutes. Merci. Mais je remercie le ministre. Puis, évidemment, c'est tout à fait normal qu'il ait pris connaissance des recommandations. Puis, je suis heureuse d'apprendre qu'il planche déjà sur des améliorations qui vont dans le sens de ces recommandations-là. Mais là, de dire que tout est sous contrôle, c'est ce qu'il a dit à la fin. Madame la Présidente, il faut que je réagisse. Bien hâte de savoir comment ce contrôle va se manifester là, avec les prochaines étapes de CIFA, de DSN et des autres grands projets de transformation numérique. Quand ce qu'on a vu dans les derniers mois, c'est un ministre qui n'a pas les pouvoirs, qui n'est pas entendu. Combien de fois, lui ou des gens qui relèvent de lui ont dû tirer la sonnette d'alarme pour faire arrêter un projet qui s'en va droit dans un mur, CIFA. Combien de fois a-t-il dû s'exprimer avant que finalement on voit la lumière à Santé Québec? C'est Santé Québec qui a décidé de mettre un frein au projet. Donc, il y a vraiment quelque chose dans la gouvernance qui ne fonctionne pas. Et ça a été dit par le juge Galant. On dirait qu'avec ce gouvernement-là,
Il n'y a personne qui était vraiment responsable. Il n'y a personne qui est réellement imputable. Il faut que ce soit clarifié. Il faut que la ligne d'imputabilité soit claire. Je comprends comment ça fonctionne. Je comprends que les ministères et organismes sont autoportants, ils ont leurs projets, mais le rôle du MCN, il est clairement laconique. Il y a un flou autour de ça. Comment se fait-il que quand le DPI demande d'arrêter un projet, qu'il n'y a pas automatiquement une commission parlementaire qui s'en saisisse de la situation pour obtenir des informations? Il faut que pour des projets au-delà d'un certain seuil de matérialité, qu'il y ait de la transparence, de la reddition de comptes pour que les Québécois sentent qu'ils en ont pour leur argent. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée. Ceci met fin au débat de fin de séance. Monsieur le ministre, pour la suite de nos travaux, s'il vous plaît. Madame la Présidente, je vous demande d'ajourner nos travaux au 24 février 2026 à 13h40. Cette motion est-elle adoptée? Adoptée. En conséquence, nous ajournons nos travaux à mardi, le 24 février 2026 à 13h40. Merci tout le monde.